Bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire de Ondustry.org. Donc, je vous le rappelle, c'est le premier réseau social pour les industriels. Donc, Ondustry a été créé pour vous permettre d'échanger et d'être networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie avec d'autres industriels, donc avec vos pairs. Vous trouverez sur la plateforme, évidemment, donc, vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des grands patrons de l'industrie, comme aujourd'hui. Je suis Jean-Philippe Laurenquer, en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre et bien connu de nos membres. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir pour notre 9e webinaire David Gligère, qui est Chief Digital Officer et directeur de la transformation d'ArcelorMittal France. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour, mais très bien. Bonjour à toutes et tous. Donc en premier lieu, je tiens à te remercier de prendre le temps pour échanger avec nous et les membres de la communauté Industrie. On est évidemment très honoré d'avoir une personne de ton expérience sur des sujets aussi pointus que le 4.0. On va passer un petit moment ensemble où on va parler de toi, on va parler d'ArcelorMittal, on va parler de sidérurgie 4.0 et comment assurer la transformation des opérations ce que j'ai appelé un gros mastodonte, en fait, une belle organisation comme ArcelorMittal. Et donc, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement? Quelles sont tes responsabilités? Eh bien, j'ai une quarantaine d'années, donc je suis en couple avec une compagne qui est dans l'industrie, mais dans l'industrie pharmaceutique, et qui était bien dans l'actualité. Moi, je m'occupe un peu des virus informatiques et elle s'occupe des virus tout court, donc elle a été très engagée dans la phase Covid. Donc, nous sommes complémentaires. Donc, alors, moi, je suis docteur ingénieur, de l'école polytechnique. Et en fait, j'ai pas mal œuvré dans le cadre de ma carrière et depuis que j'ai rejoint ArcelorMittal. Donc, je suis un homme de l'opérationnel. Je ne suis pas un informaticien de formation. Je suis véritablement un ingénieur, on va dire, polyvalent. J'ai eu l'opportunité de travailler dans différents grands groupes, que ce soit en lien avec la cosmétique, en lien avec les nouvelles technologies aussi, en Europe, mais également au Japon. J'ai travaillé aussi en R&D, donc dans le cadre de formation. Et puis, lorsque j'ai aussi rejoint le groupe ArcelorMittal, donc ma volonté, c'était de se dire, voilà, comment découvrir l'industrie avec un industriel majeur. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire différentes fonctions au sein d'ArcelorMittal. Donc, j'ai commencé effectivement dans une approche pour découvrir le monde de l'industrie avec la R&D. Je suis parti effectivement comme directeur technique Europe dans notre filière et division qui s'appelle les produits longs, pour porter des projets d'amélioration au sein de l'ensemble de notre périmètre. Il y avait 16 usines. J'étais directeur d'un site au Luxembourg et donc depuis maintenant le mois de mai 2019, j'ai démarré seul, on va dire, avec une mission qui était de se dire de structurer la stratégie digitale pour ArcelorMittal France. Et donc, j'ai créé à la fois la direction de la transformation digitale, donc seul. Et aujourd'hui, nous sommes 407 hommes et femmes, donc en charge de porter la transformation digitale de l'entreprise dans différentes thématiques et fonctions. Donc, effectivement, j'ai un département infrastructure en charge de toutes les infrastructures de l'entreprise. J'ai un département IT pour les grands projets, comme par exemple tout ce qui est manufacturing executive system. Nous avons un projet de standardisation qui est en cours et d'autres grands projets informatiques. J'ai un département qu'on appelle Data Intelligence, c'est tout ce qui concerne le big data, toutes ces notions importantes aussi qui nous unissent avec l'intelligence artificielle. J'ai un département qui concerne la qualité, dite 4.0, c'est-à-dire comment porter les solutions de la qualité depuis le hard et le soft et tous les systèmes liés à la qualité pour continuer à satisfaire nos clients qui sont notre priorité, d'offrir des produits de grande qualité toujours pour nous différencier. Et puis un département qui, lui, donc j'ai tous les automaticiens de nos lignes qui font démarrer nos lignes au quotidien, mais qui également prépare les grands projets de futur d'automatisation, le RGPD, la cybersécurité, et puis effectivement des représentants métiers qui sont mes traducteurs du besoin des irritants métiers dans une solution digitale pour permettre effectivement… Du terrain, quoi. Voilà, exactement, et je couvre tous les domaines d'activité de l'entreprise. Donc, je suis membre du Management Committee d'ArcelorMittal France. Donc, ça, c'est ma casquette un peu plus légale. Et puis, comme tu l'as dit, je suis le CDO. Donc, c'est cette représentation en discussion avec les homologues du CAC 40 sur ces thématiques. Et voilà, je sais qu'on a beaucoup à partager. Et alors, c'est formidable parce que là, on peut se dire, l'industrie 4.0, ce n'est pas une slide mise dans un PowerPoint cachée dans un coin. Elle a 407 personnes, c'est absolument hallucinant. Et vous avez des moyens, vous avez mis les moyens. Oui. Si je reste d'un point de vue je reste d'abord sur un point de vue personnel. Moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Premièrement, l'industrie, la deuxième, la R&D. Je commence par la première question. On est de la même génération. On a commencé à travailler dans les années 90, début 2000. À l'époque, quand on était ingénieur d'une top école comme Polytechnique, il y avait toutes les sirènes des banques de finances, des cabinets de conseil
qui vous ouvrez les portes et les bras très, très grands. Pourquoi tu as choisi l'industrie? Alors, c'est une excellente question. Alors, les sirènes, je les ai eues. J'ai eu beaucoup de chants, qui est d'ailleurs très mélodieux et Avec très, Bingo, très ouais. intéressant. Et je me suis posé beaucoup de questions. Effectivement, c'est clair que c'était un petit peu à contre-courant. Alors, je m'étais dit, je n'avais pas compris pourquoi une école comme l'X, qui a fourni des grands dirigeants dans l'industrie, effectivement, et nous le premier avec, par exemple, Francis Merle, ou Ouais, des tout à gens fait, qui ouais. ont à prendre des fonctions au plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce qui s'était passé en fait derrière et à un moment, je me suis rappelé que j'avais quand même mon grand-père qui avait travaillé dans la sidérurgie il y a un temps, et je m'étais dit, mais voilà, pourquoi, etc. derrière. Alors, ce qui m'a valu de me dire, quand j'ai dit à certains amis que je voulais embrasser la culture industrielle, certains m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que Oui, ça c'est va ça. pas? Qu'est-ce qui te T'as pose? raté tes études ou quoi? Voilà. Est-ce que tout va bien? Et en fait, après, et aujourd'hui, quand on fait le bilan et quand on compare ensemble, ils me disent, certains justement me disent, est-ce que c'est quoi tes conseils pour rejoindre l'industrie? Donc, en fait, on se rend compte que le virage est effectué et je ne regrette nullement d'avoir pas écouté le chant des sirènes de l'époque et d'avoir voilà, continué à contribuer à cette belle histoire. Parce que ce qui me plaît dans l'industrie, c'est que on a déjà des livres complets et on a encore des belles pages blanches et on a encore de grands volumes à écrire parce que l'industrie a une histoire, elle a un présent et elle a un très bel avenir. Il y avait déjà ces aspects sens à l'époque, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens rejoignent l'industrie aussi parce qu'ils se rendent compte que faire bouger des chiffres entre des livres du côté de la finance, ça a un sens qui reste malgré tout limité. Est-ce que toi, tu avais déjà cette notion de sens qui te titillait Oui, j'avoue que moi, c'était un de mes vecteurs et un de mes leitmotifs, c'était de me dire effectivement, j'ai besoin de sens. Et je l'ai trouvé dans l'industrie, je l'ai trouvé vraiment au sein d'ArcelorMittal, puisque ce sont des métiers passionnants, ce sont des structures. J'ai jamais vu autant de quantité de projets au mètre carré. Je trouve ça, notre capacité à produire des grands projets, alors qui peuvent générer la complexité aussi, hein, comme toute grande structure, mais en tout cas, la force créative, l'engagement. Et je suis tombé, quand j'ai vu la première fois une coulée continue, la chaleur qui émanait de nos produits, voilà, je me suis dit, c'est magique, c'est magnifique. Donc, Ouais, ce c'est qui beau, pour ouais. moi était une phase d'essai, d'acculturation, et je m'étais au départ dit, vais-je rester? En tout cas, je fais un test. Je ne suis plus parti, je suis tombé dans le chaudron et je reste, en tout cas, encore maintenant et fortement engagé, et encore plus dans les transitions qui sont celles de notre entreprise. Et alors, du coup, la deuxième question qui est plus sur la partie R&D. La R&D, on imagine tous les microscopes, les éprouvettes, les petits tubes très fins, alors que la métallurgie, on voit plutôt les hauts fourneaux, la coulée continue dont tu viens de parler, les laminoirs. Comment tu as réconcilié les deux? Comment tu as fait le lien entre les grosses opérations et les toutes petites éprouvettes? Qu'est-ce qui t'a… Non, en fait, c'est le côté magique, c'est qu'il faut les deux dans notre domaine. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir vraiment un des centres de R&D les plus performants de France. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a toute une histoire sur le nom avec, c'est ArcelorMittal Mézières, notre global R&D, mais c'est vrai que c'est l'IRSID, hein, donc c'est la base de notre atelier. Aujourd'hui, sur la R&D, on a une R&D qui compte plus 1500 personnes dans le groupe. Il y en a presque 800 qui sont basées justement à Mézières-les-Messes, hein, donc à quelques kilomètres de Metz. Donc, c'est une force de frappe et c'est une recherche qui est passionnante puisqu'elle nous accompagne dans les développements produits. Hein, comment on fait des nouveaux revêtements, comment on fait des nouveaux aciers, toujours génération, parce que ce qui fait la force de l'acier, c'est de se dire, c'est d'avoir des produits, de les protéger par des développements, mais toujours aller plus loin. Si aujourd'hui, on ne se fait plus couper quand on a un accident de voiture en deux, c'est tout simplement parce que les chercheurs ont développé des aciers avec des propriétés de plus en plus originales, de permettre de faire des designs de plus en plus extraordinaires pour les voitures. C'est tout cet accompagnement au fil des années, de faire des revêtements maîtrisés nanométriques que l'on met sur nos produits, qui permettent véritablement d'offrir tout un panel à destination de nos clients, qu'ils soient dans l'industrie, dans l'automobile, dans le packaging. Et c'est extraordinaire. Voilà comment on fait des éoliennes performantes, comment on fait la base aussi de l'ensemble. Donc, on accompagne nos clients, on accompagne véritablement tout ce développement produit, ce développement process majeur, parce qu'effectivement, voilà, même si par rapport à certains, maîtriser de la physique, des mathématiques pour faire du laminage, donc passer de grands parallélépipèdes de plusieurs centimètres d'épaisseur à des produits très très fins à destination de l'automobile ou de l'alimentaire, voilà, ça demande beaucoup de connaissances, de compétences, et c'est la force d'ArcelorMittal, c'est la force de sa R&D,
Et justement, on a aussi la possibilité, elle est très présente en France, et on a de la R&D présente dans différents pays européens et mondiaux. Et donc, c'est une force aussi de collaborer à travers les frontières, justement, avec d'autres sources d'expertise. Et voilà, c'est la force d'ArcelorMittal d'être présent aussi internationalement. Et ben, du coup, tu as introduit déjà la deuxième partie. Je te remercie. Alors, les plus anciens comme moi se souviennent d'Usinor. On est même fleuron de l'industrie française, racheté dans les années 90 par le groupe Arcelor. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement d'ArcelorMittal, nous dire un peu ce que vous faites, comment vous le faites et la place du 4.0 chez vous? Alors, ArcelorMittal, donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un des leaders, donc, non seulement sidérurgique, mais minier, hein, mondial, avec une présence stratégique très, très forte et en Europe, majoritairement, puisque plus de 53% de nos installations sont présentes en Europe. On a une présence aussi forte au niveau des États-Unis et ce qu'on appelle la CIS, hein, de manière globale. Et on est présent aussi en Inde, mais également avec certaines joint ventures aussi dans d'autres pays d'Asie. Donc, nos compétiteurs sont majoritairement d'Asie. Donc, c'est plus de 158 000 salariés, hein, répartis dans 19 pays en production, mais sinon une présence dans 60 pays, hein, au niveau global. Donc, c'est presque 70 millions de tonnes d'acier, hein, répartis sur l'ensemble des périmètres à destination de différents types de marchés. Ça a été presque 77 milliards de chiffre d'affaires, de dollars, hein, donc de chiffre d'affaires sur cette année 2021. Et donc, c'est un groupe qui véritablement accompagne, assure le développement d'acier durable et conscient de son impact véritablement dans la vie quotidienne des gens, puisque indirectement, on touche de l'acier dans énormément de conditions de chaque jour, hein, plus de centaines de fois à travers, on a tous, enfin voilà, à proximité sur une chaise, sur des visseries, sur un certain nombre de l'acier partout, en fait. C'est une des matières les plus hautement recyclables. Et c'est des processus, des procédés de fabrication extraordinaires. Et justement, donc il y a deux grands chantiers qui sont très passionnants au niveau ArcelorMittal, hein, donc dans le contexte actuel. C'est d'un côté donc la décarbonisation. Donc ArcelorMittal a pour ambition d'être d'un des leaders justement dans ce secteur, hein, donc de la décarbonation. Et donc, pour ce fait, a annoncé effectivement donc, sa volonté de réduire ses émissions de CO2 de 35% à horizon 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à 2050 en respect effectivement de son engagement vis-à-vis de la COP 21 et de la COP 26, mais également donc, aussi donc, une stratégie digitale, d'être un des leaders de la sidérurgie 4.0, véritablement en France, en Europe. Et à travers ceci, avec pour ambition véritablement de centrer cette transformation avec l'humain au cœur de cette transformation. C'est-à-dire que nous avons trois axes, hein, qui est un axe client, qui est un axe véritablement business et qui est un axe humain. Parce que nous avons conscience que, au départ, industrie 4.0 et sidérurgie, ça fait des mots qu'on pourrait penser voilà, complexes à réconcilier. C'est la force du groupe, c'est de réconcilier tous ces enjeux majeurs, tous ces grands projets, et en particulier au niveau de la France, avec notre site de Dunkerque, hein, parce que la France, c'est un pays important pour ArcelorMittal, 15 500 salariés, répartis sur près de 40 sites de production. C'est aussi voilà, 3 centres R&D, dont celui de Médire dont j'ai parlé précédemment, avec plus de 800 personnes. C'est véritablement des grands enjeux, de nombreux brevets, des talents qui chaque jour œuvrent à porter toute cette stratégie. Et le digital, pour nous, c'est une transformation de tous nos métiers en profondeur, mais avec une volonté d'accompagner chacune et chacun. Et c'est pourquoi, voilà, on pourra parler un peu de quelques cas On concrets. parlera de l'aspect digital juste après et aussi de l'aspect humain qui, enfin, nous, on a un mantra qui est que le digital, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de managérial derrière. Donc, je pense que tu es aligné là-dessus. Tu me parlais d'une neutralité carbone 2050. Enfin, je ne sais pas si tu as des enfants, moi j'ai deux petites filles, donc évidemment c'est des sujets qui me sont chers. Quand on parle d'extraction, quand on parle de hauts fourneaux, on est sur des consommations d'énergie qui sont absolument colossales. Comment vous allez travailler sur cette décarbonation? Est-ce que vous avez déjà trouvé des grands axes qui vont vous permettre d'être sur la recyclabilité? Tu parlais du recyclage, l'acier est un des trucs les plus recyclables qui soient. Les mines urbaines, c'est des choses que vous commencez à regarder? Alors, plus que commencer, hein, nous sommes véritablement très avancés dans les sujets, dans ces thématiques. Hein, donc, ça fait plusieurs années que nous y travaillons au niveau du groupe. Hein, donc,
à travers un certain nombre de choses. Donc, on a annoncé effectivement aussi des investissements majeurs en Europe. Donc, c'est aussi, et dans d'autres pays au niveau mondial, en particulier au niveau du Canada. Donc, c'est un projet, on va dire, de transformation globale de notre entreprise, porté par la direction au niveau global et au plus près par une décision, effectivement, et le support de notre CEO Aditya Mittal. Et donc, véritablement, c'est une transformation, c'est conscient, effectivement, des challenges qui sont devant nous, c'est de trouver, effectivement, l'opportunité, la possibilité donc d'utiliser aujourd'hui des nouveaux moyens de procéder, de manière à être en capacité d'accueillir. Et l'acier recyclé est un de ces axes très, très forts. Donc déjà, dès aujourd'hui, ArcelorMittal est capable de commercialiser des produits qu'on appelle X-Carb. Ce sont des produits déjà neutres carbone, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, donc on est déjà capable d'en produire. Et donc notre volonté, bien sûr, c'est de continuer à l'étendre, de sensibiliser aussi le marché à l'utilisation de ces aciers, on va dire neutres. Donc ça, c'est une force, donc ça veut dire aussi. Et donc c'est des défis technologiques et techniques aux frontières de beaucoup de choses. On a ces compétences, on va continuer on travaille véritablement conjointement au niveau international entre les différentes équipes, les différents types de partenariats que l'on tisse avec différents groupes, différentes entités, pour justement ne pas faire cette décarbonation seule. Mais la feuille de route est plus que là, donc on a un véritable plan qui sera de plus en plus public et véritablement pour nous. Et on n'attend pas directement, c'est tout de suite déjà sur le site de Dunkerque. Nous travaillons maintenant sur l'utilisation d'acier recyclé, près d'1 million de tonnes supplémentaires. Donc, ce que les gens pour l'acier recyclé, donc c'est ce qu'on appelle, on va dire de manière commoditaire, la ferraille, mais pour nous, c'est des premières sources, donc c'est créé véritablement, mais créé aussi de manière complètement structurée, cette utilisation de ferraille, parce qu'il nous faut, pour avoir 1 million de tonnes, il faut la structurer, vérifier effectivement sa qualité, l'enfourner, donc il y a plein de choses à faire, et donc il y a presque 12 projets de digitalisation qui sont en cours, et déjà dès la fin de l'année, notre site de Dunkerque aura effectivement l'opportunité déjà de préparer une partie de cette transition déjà de décarbonation. Et une des problématiques du recyclage, c'est la collecte et le tri. Vous avez vos propres capacités, vous appuyez sur des capacités extérieures? Alors, on est en train effectivement de continuer à travailler sur ce sujet. C'est important. Déjà, nous émettons effectivement par nos usines déjà des capacités. Donc, ça fait depuis très très longtemps que l'on encourage aussi l'initiative de recyclage. Effectivement, comme tu l'as dit, nous sommes un des matériaux les plus recyclables, à 100% de recyclabilité. Donc, notre plus grand défi, c'est de le collecter là où il se retrouve. Donc, on a plein d'initiatives, effectivement. On encourage cette diversité, puis on continue à structurer cette filière pas seul, avec aussi l'ensemble des acteurs pour obtenir véritablement cette structuration au niveau global, au niveau du groupe. Et alors, si on continue sur la décarbonation, il y a une décarbonation amont, mais une décarbonation aussi aval. J'étais impressionné sur la façon dont vous travaillez avec les nouveaux fournisseurs d'immobilité. Tu peux nous en parler? Alors, pour moi, c'est très important, effectivement, et surtout parce que on doit avoir une cohérence. Et là, avec le digital, ça serait un peu, somme toute, pour moi, un peu particulier que de dire que je suis, moi, émetteur de CO2, etc. derrière. Alors, moi, j'encourage effectivement aussi à porter la filière et donc d'être conscient que derrière, nous avons des capacités, en particulier dans la maîtrise des réseaux, ou dans la maîtrise des ordinateurs, la maîtrise d'un certain nombre de choses. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une transformation complète de l'amont et de l'aval, complètement créée depuis la maîtrise de nos brames jusqu'au produit fini. Tout ce suivi dans cette maîtrise de CO2. Donc, nous travaillons aussi sur des modèles d'intelligence artificielle, avec aussi pour nous qui est très important, aussi avec des startups pour nous faire continuer à progresser sur ces secteurs-là. Un modèle d'intelligence artificielle qui a été émis sur le site de Dunkerque nous a permis de gagner presque 700 tonnes de CO2 et de pouvoir presque aider à l'équivalent de chauffer presque 600 foyers. Derrière, on voit que, d'où l'importance pour nous de continuer à investiguer ces thématiques et ces sujets. Et donc, pour moi, le Green IT, ça ne doit pas être un concept, ça doit être quelque chose je ne peux pas avoir des produits XK qui sont des produits green si je n'ai pas, moi, véritablement une logique de transformation. Et mon objectif, ce n'est pas de dire je donne des tablettes pour donner des tablettes. J'ai aussi un sens comme j'ai été cohérent dans ma démarche sur l'industrie, comme je suis cohérent dans ma démarche environnementale, de manière à accompagner véritablement cette transformation. Donc là, depuis, voilà, j'ai ne serait-ce que signé, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur des ordinateurs aussi de reconditionnés pour pousser la filière française. Donc là aussi, parce que dans ces temps de pénurie,
et on pourra en parler, il est important de considérer, et on sait bien qu'on a tous les mêmes problématiques, mais que pour moi, il est important, et justement sur les réseaux en particulier, de me dire que mettre du Wi-Fi, mettre de la fibre partout, mettre plein de… Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi porté, par exemple, l'aspect de la 5G industrielle et qu'on a Ouais, annoncé sur les réseaux 5G on va en parler juste après. Mais si ça t'intéresse, il existe aujourd'hui des data centers qui sont immergés Oui, dans des containers. Et comme tu as la mer du Nord qui est pas loin et que normalement elle est à bonne température, oui. pas terrible pour faire un petit bain, mais pour mettre des containers de data center, je pense que tu es au bon endroit. Donc, c'est une piste que tu Alors, pourrais intéresser. on regarde, j'ai mon responsable de département infrastructure qui est toujours en pointe et qui justement enfin, nous pousse dans un certain nombre de sujets, d'initiatives. Justement, c'est ça qui est formidable dans nos équipes, c'est que voilà, on a cette sensibilité et que justement on laisse de la liberté à nos collaborateurs pour permettre justement de faire émerger des idées innovantes. Et justement, donc, on y réfléchit, on avait fait alors, pas des grands tests, mais bon, parce que faut un peu maîtriser, faut aussi s'appuyer. Et ça, pour moi, c'est aussi un des messages. On a un écosystème, on a des gens qui savent très très bien faire. Ne tentons pas de faire l'expérimentation de nous-mêmes si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. On risque plus de faire des dégâts que d'aller plus vite. Donc, Il faut s'appuyer sur le bon appuyons-nous système. sur ceux qui savent. Et donc, ça, Ouais, c'est la philosophie d'ArcelorMittal. d'accord. Bon, alors, il faut que je t'avoue quelque chose. Hein, avant de prendre contact avec toi, moi, quand j'ai entendu parler d'Arcelor, je pensais au fourneau, je ne pensais pas à Digital Lab, je ne pensais pas à 5G, je ne pensais pas à tout ça. Et je reconnais que j'avais plein d'a priori et que tu es en train de faire sauter. Tu peux nous raconter un peu là ce que vous faites tout ce que vous êtes en train de faire dans le Digital Lab, parce que j'étais assez surpris et en bien, hein, positivement, par tout ce que vous avez lancé. Alors, quand on a cette ambition d'être un des leaders de l'industrie 4.0 et de la sidérurgie 4.0, donc il faut avoir les moyens de nos ambitions, les ambitions de nos moyens. Donc, au moment où je vous parle, donc, on a plus de 120 projets digitaux qui sont en cours, hein, donc derrière, avec, et concrets, hein, parce que ça, c'est la signature aussi, parce que, comme je le dis souvent, moi, je n'ai rien à vendre, hein, donc j'ai surtout mais je n'ai pas de clients, j'ai surtout des salariés qui sont en demande, qui ont des envies, qui ont des irritants, qui ont besoin de continuer à avoir les bonnes solutions de mobilité. Et donc, pour ce faire, comment on les former, les sensibiliser derrière. Donc, est venu le concept des Digital Labs. Alors, les Digital Labs, pour nous, ce ne sont pas des vitrines, ce ne sont pas des bâtiments. Hein, c'est tout sauf ça. C'est Pas du plutôt… coworking. Alors, non, je n'ai pas mes équipes non plus dedans. Hein, donc, ce n'est pas des bâtiments de la transformation digitale, mais bien au contraire, ce sont des centres d'excellence digitaux territoriaux. Et avec 3 fonctionnalités. Une fonction de centre d'excellence de formation territoriale au digital à destination de nos salariés, mais des PME, TPE et de tout notre écosystème, de manière à former au digital, à la cybersécurité. Donc, tu infuses aussi avec les fournisseurs, les clients, tu diffuses, quoi. Exactement, pour qu'on ait un entraînement de filière à travers nous, et donc aussi très ouvert à notre écosystème, à nos partenaires hein, qui ont les mêmes problématiques. Donc, ça peut être un apport qui est très lié à nous, ça peut être aussi voilà, des futurs… on a dans le bassin Dunkerquois aussi des entreprises qui vont s'installer dans pas longtemps, donc de travailler ensemble, de travailler dans un écosystème, de se dire on a une filière, on doit la constituer. La Digital Factory, pour moi, c'est le lieu des grands projets. Donc, des projets avec d'autres grands groupes, des startups, mes équipes, bien évidemment, pour porter la transformation digitale de manière concrète et rayonner sur l'ensemble des métiers, hein, donc qu'ils soient logistique, supply chains et de différentes natures. Donc, ça, on n'en manque pas. Et après, la Digital Community, c'est notre conscience de dire que nous avons un rôle en tant que leader, en tant qu'industriel majeur des territoires. Hein. En général, on est parmi les premiers employeurs des régions dans lesquelles nous sommes. Et donc, pour ce faire, on doit accompagner nos riverains, nos communautés dans la compréhension de ce que c'est que le digital. Donc, nous testons des événements. Donc, il y a les mardis du Digital Lab, qui seront des lieux dans lesquels on fait des conférences pour expliquer au grand public aussi c'est quoi la 5G, c'est quoi l'intelligence artificielle. Ouais, vous êtes dans la cité, quoi. Vous n'êtes pas en dehors. On n'est pas en dehors. Et donc, pour nous, ce sont des hauts lieux d'excellence dans lesquels le Digital Lab de Dunkerque, c'est trois axes très, très forts. C'est la sécurité au sens large, hein, industriel. Hein, donc, c'est pour nous un axe très, très fort. L'énergie, l'environnement, compte tenu des enjeux de décarbonation que nous allons vivre sur le Dunkerquois. Et donc, ça, c'est vraiment les 3 thématiques. Pour l'aspect, le Digital Lab qui est à Florange, c'est plutôt les thématiques d'intelligence artificielle, de maintenance et de qualité produit. Et la cybersécurité, qui est un leitmotiv effectivement entre les 2 labs aussi.
Et donc, j'ai vu passer des questions sur le sujet, il y a des curieux sur les aspects cyber, on en parlera. Voilà. Et donc, tout ceci fait aussi, donc les labs sont aussi des lieux où on a de la 5G, parce qu'effectivement, donc on a lancé le plus grand réseau 5G de France, hein, et donc les labs sont équipés de 5G, donc pour faire des développements, permettre aussi à des startups de développer autour de la 5G. Donc nous, la 5G, c'est, j'allais dire, dans les jours qui viennent, puisqu'on est Dunkerque, on est en train de préparer, on va dire, l'allumage de la 4G, 5G privée que nous mettons dans le cadre du projet dit 5G Style, qui est un projet multi-partenaires, multi-applications sur notre site, sur l'ensemble de nos sites, et qui a pour vocation à véritablement valider l'utilisation de la 5G industrielle dans un environnement sidérurgique fort. Avec des poutres en métal partout, partout, des conditions d'exposition, des températures différentes, avec effectivement pas mal d'enjeux, et pour pousser la mobilité des hommes et la mobilité des machines, donc demain. Parce qu'on estime que demain, compte tenu du nombre d'engins qui circulent sur nos sites, la coactivité est importante. Donc, il est important aujourd'hui de plus en plus de maîtriser ces sujets, de travailler conjointement avec un certain nombre de choses, d'intégrer ces technologies. Et on se rend compte qu'il y a palanquet et panel de solutions, lesquelles sont véritablement industrielles, lesquelles on va pouvoir conseiller à des PME, TPE aussi par d'autres grands groupes, parce que ce sont des sujets communs. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous nous retrouvons quelques-uns, et nous perdons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des fois travailler de manière silotée. Et donc, on souhaite emporter un écosystème au niveau de partenaires, de grands groupes, justement pour travailler ces sujets, ces thématiques qui sont fortes. Bien sûr, il y a des thématiques qui sont un peu plus confidentielles et qui resteront un peu à part, mais il y a beaucoup de sujets qui sont communs. Et c'est pour ça d'avoir des centres d'excellence locaux, industriels, à vocation, parce que, voilà, je pense qu'en tout cas, on a le côté industriel, nous l'avons. Hein, je pense que là-dessus, et justement, les gens sont très surpris. Hein. On a l'opportunité d'avoir un sponsor de qualité qui est Gilles Babinet, hein, qui, lorsqu'il nous a vus, moi, quand j'ai commencé, j'étais 39e du 440 sur la transformation digitale. Maintenant, lui-même nous reconnaît comme un des leaders, hein, véritablement, parce qu'on a des résultats, on a des choses concrètes. Ouais. Et je viendrai peut-être avec une de nos lignes de production, hein, qui est aussi fortement digitale. Et ça, c'est un investissement majeur. Et une autre que nous allons lancer dans quelques temps sur Marly. D'accord. Alors, tu as dit quelque chose au début de ton intervention qui m'a interpellé parce que c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible. Tu l'as dit, on a 120 projets en cours actuellement. Trop souvent, je vois des industriels qui lancent un portefeuille de projets qui est extrêmement large et donc ils poquent. Ils n'arrêtent pas de poquer, mais ils ne passent jamais à l'échelle. Et comment tu arrives à lutter contre ce problème on s'amuse à faire des POC, mais il n'y a rien, on n'en tire pas la vasque parce qu'on ne passe pas à l'échelle derrière? Alors, moi, j'avoue que j'ai une allergie au POC. Alors, ça me met d'autant plus parce que, alors, justement, quand je discutais avec certaines startups, on me dit on a lancé un POC. Alors, je dis, mais oui, mais donc vous avez installé quelque part? Non, on a fait un POC, on a travaillé avec tel ingénieur dans tel grand groupe, telle structure, etc. derrière. Mais je dis à la fin, ça donne quoi? C'est quoi les résultats? C'est quoi la chose? Ah, si, l'industriel en question est en train de réfléchir, mais il doit se structurer pour industrialiser. Donc, on est parti pour des longues périodes. Et en fait, donc moi, j'ai cette allergie naturelle. Alors, j'ai l'opportunité de faire quelque chose à travers l'appui à la fois de ma direction et du groupe, hein, bien évidemment. C'est fait des retours de moi, d'avoir les compétences pour aller dans l'industrialisation complète de solutions. C'est-à-dire que quand on est dans ces grandes discussions qui nous est toutes chères, c'est le make, le buy. Eh bien, quand j'ai fait cet état d'âme de dire, au lieu de quand je suis justement dans le buy, je regarde complètement tout l'écosystème et je regarde les startups. Et ce qui fait, par exemple, nous avons lancé et pris le risque, par exemple, pour l'ensemble de nos audits de sécurité, on a pris une nouvelle philosophie qui est de dire, avec la notion de facteur humain et la compréhension que l'erreur est humaine dans le domaine de la sécurité et qu'il faut encourager, accompagner. Et en fait, la question, c'était de se dire, on peut accompagner ceci avec des systèmes d'audit qui seraient faits en interne, avec plein de choses, pour faire des choses. J'ai porté avec les équipes et travaillé avec le métier, parce que ça, c'est une des signatures, c'est que j'ai 23 représentants dans les différents départements et sites d'ArcelorMittal France, qui correspondent à l'ensemble de nos secteurs et sites. Et en fait, ces représentants-là sont mes dignes ambassadeurs et il faut remonter les remontées terrain. Et je les associe à nos projets et je les associe pour être au plus près du terrain et ne pas être complètement décalé. Et quand j'ai travaillé avec mes homologues de la sécurité, quand je leur ai dit, non, on ne va pas le faire, on va travailler avec une start-up, on a fait une consultation des start-up et j'ai trouvé une start-up de grande qualité.
qui s'appelle Simaline. Hein, donc, Comment ça s'écrit? Parce que tu sais, alors, on est spécialiste en... SYMALEAN, comme Lean Management, hein, donc Ouais. derrière. Et en fait, avec des gens extraordinaires qui n'avaient pas de très, très grosses références clients. Donc aujourd'hui, on est leur plus gros client. Et en fait, on a travaillé en 9 mois. On a industrialisé depuis sur des solutions digitales. Donc, c'est malheureux, je n'ai pas mon téléphone avec moi, mais j'en avais un quand même dans notre direct live. Ouais. Mais en fait, tout est dans l'agilité. C'est-à-dire qu'on traite le facteur humain à travers des valorisations, des choses positives, des discussions avec les managers à travers une application humaine qui porte un sujet aussi important qu'est la sécurité pour ArcelorMittal, qui est de nos priorités, un axe très très fort. Et tout ceci, on va travailler en interaction. Et donc moi, que ce soit la cybersécurité, je les ai aidés, intégrer ceci avec la mobilité, les réseaux, les choses, c'est-à-dire toutes mes équipes, toute l'infrastructure. Construit avec eux, quoi. Voilà, en fait, j'ai créé sous moi la force de frappe qui permet justement d'éviter de faire perdre du temps à une start-up et de se dire, une fois qu'on est convaincu, on industrialise. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, on a quasiment doublé, 2 fois et demi même, le nombre d'audits que l'on faisait par rapport au système traditionnel. On avait plein de systèmes répartis, complètement hétérogènes dans l'entreprise. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul système. Tout est sur smartphone mobilité, en direct, live, donc on est capable d'avoir des statistiques, à tel point que maintenant même, on l'inclut dans la performance, dans un suivi de KPI par rapport donc là-dessus, et on voit, on a presque 14 000 points positifs qui sont montés, des points d'amélioration traités directement avec le manager. Donc, tout le monde est impliqué, depuis la personne qui fait l'audit, depuis le manager. On a formé près de 2000 personnes dans un temps très, très court, et les labs servent aussi à ça, à expliquer l'intelligence cognitive, l'erreur, et donc aller au bout avec le digital. Et alors, la question d'après, c'est il y a la capacité de travailler entre un énorme groupe comme ArcelorMittal et une toute petite start-up à travailler ensemble parfois est complexe. Les temporalités ne sont pas les mêmes, les capacités à prendre de la décision ne sont pas les mêmes. En bougeant un tout petit peu sur le côté droit, le gros mastodonte peut écraser la petite souris sans forcément le faire exprès. Et à côté de ça, la petite souris, elle n'est pas toujours au fait des attentes et des exigences et des besoins du gros mastodonte. Toi, qu'est-ce que tu attends de la part des startups avec lesquelles tu travailles? À quoi tu fais les 2-3 trucs auxquels tu fais attention pour t'assurer qu'il y a une chance que ça marche, quoi? Alors, déjà, premièrement, je pense que notre responsabilité collective on va prendre David et Goliath en image, mais voilà, on est le pot de terre et le pot de fer. On est entre deux éléments qui sont quand même, somme toute, et la partie la plus fragile reste de la start-up, parce que quand je vous citais cette start-up, elle était 10 personnes. Aujourd'hui, ils sont près de 40. Donc, vous voyez, ils ont d'autres projets de développement, ils ont une volonté d'internationalisation pour dire comment on les a fait développer. Et en fait, comment? En fait, justement, c'est aussi s'assurer qu'on soit clair d'un point de vue industriel de notre côté, que le cahier des charges qu'on demande, il soit non évolutif par rapport au fait que chaque jour, si un ingénieur demande, on a beaucoup dans les grands groupes de gens qui sont très créatifs, qui veulent d'autant plus, etc. derrière. Donc, comment on garantit que ce qui est demandé à la start-up, elles sont en capacité de le faire? On ne peut pas demander à une équipe, quand on a 20 personnes sous nous ou quelques centaines, la même chose que pour une équipe qui a 10 personnes qui est agile, etc. Donc, ce qui est important, c'est pour moi, la start-up, elle doit être à l'écoute. Ça veut dire que derrière aussi, mais elle doit être libre. Ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas là pour interférer dans la stratégie de développement d'une start-up. Nous sommes un client et le client doit être sérieux et dans une approche de win-win. Donc, ça, c'est très important pour qu'on se mette au niveau de compréhension des uns des autres. Nous, on a nos lourdeurs et nos procédures en termes d'achat, en termes de choses, etc. Donc, pendant ce temps-là, on doit véritablement le traiter à part pour faire en sorte qu'on gagne du temps. La start-up, par contre, on a quelques registres, c'est de la faire progresser en cybersécurité. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce qu'on parle beaucoup de SaaS, on parle de choses, mais pour nous, grandes structures, en particulier au niveau industriel, ça peut être aussi un moyen de faire une passerelle d'ouverture pour des hackers. Et donc, ça, c'est très, très important de continuer à sensibiliser. Donc, nous, dès le départ, nous faisons des tests cyber, nous donnons même gratuitement, même si nous ne travaillerons pas avec la start-up à la fin, on l'aide à progresser sur une notion de cybersécurité. Ça, c'est pour nous un fondamental. Vous faites des pen tests, vous faites des choses comme ça? D'accord. Exactement. Pour nous, c'est très, très important. Au moins que, même si nous n'allons pas jusqu'au bout, même si pour l'instant, quasi, c'est ce qui fait la signature, c'est que je suis anti-POC et on va dire, si j'étais dans ça, je suis dans l'industrialisation 100% de tout ce que j'ai fait avec les startups. Ok, c'est très clair. Alors, pourquoi? Parce que justement, le besoin métier est clair. On met la force de frappe de nous en mettant des interlocuteurs clairs en face de la startup aussi, parce qu'elle a besoin de savoir à qui elle s'adresse. Oui. Parce que si pas on perdu dans l'organisation. Oui. Oui, parce que sinon, déjà, des fois,
dans nos grandes structures, des fois, ça peut être complexe de savoir qui est l'expert d'eux. Alors, si nous ne l'éclairons pas, la startup, pris de l'extérieur, c'est impossible d'avoir ce visuel. Donc, c'est vraiment crucial de comprendre qui est notre interlocuteur en face, parce qu'il en faut un, parce qu'une startup, si on a plein d'interlocuteurs, c'est compliqué. Il faut un qui compte par rapport à ça, comme dans d'autres structures de plus grande taille, mais nous, qu'on soit clair et transparent sur véritablement quelle est notre organisation et qui on met en face. Et travailler en équipe projet avec cette startup. Donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille véritablement en projet. C'est pour ça qu'on a créé cette Digital Factory au sein de notre Digital Lab, où de manière ensemble, on abat les cartes et on travaille conjointement dans l'intérêt commun de manière à produire on va dire un produit industriel. Et ça permet, quel est le bénéfice pour la startup? C'est que quand elle ira véritablement voir un autre industriel demain, elle connaît l'expérience industrielle. Et en particulier, nous, voilà, une fois qu'elle travaille chez nous, elle peut travailler chez d'autres, mais sans doute. Normalement, oui, si ça passe chez vous, ça doit passer ailleurs. Voilà. On est d'accord. On est quand même en capacité de débugger beaucoup de choses pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on veut toujours le faire. Aussi, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires. Donc, je suis toujours ravi d'interagir avec le 440 et d'autres homologues industriels parce qu'on apprend en fait conjointement et collectivement. Mais il est très clair que il est important de travailler dans un respect mutuel et dans une compréhension mutuelle des enjeux avec une startup. Sinon, et de lui offrir à la fin, non pas du rêve, mais des conditions d'industrialisation. Parce que c'est aussi ce que les salariés attendent, parce que pendant ce temps-là, on perd du temps. Oui, je suis d'accord. C'est pareil, là on parle 4.0, mais souvent il y a une confusion entre 3.0 et 4.0. 3.0, c'est plutôt robotisation, cobotisation, etc. On achète des nouveaux jouets, et ça, quand on est industriel, il faut bien le reconnaître, on adore acheter des machines. On a plus de mal sur le 4.0 parce que le 4.0, c'est la donnée. Vous, aujourd'hui, tout ce qui est aspect de collecte, structuration de la donnée, sécurisation de la donnée, comment vous procédez, comment vous êtes organisé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été difficile? Alors aujourd'hui, voilà, sans commune mesure, parce que voilà, il faut imaginer pour ceux qui autour de la call ne sont pas familiers avec nous, donc enfin voilà, il y a presque 50 lignes de production réparties sur différents sites, sur 7 sites localement. Donc, une ligne de production, on peut monter à 150 mètres minutes. Donc, on a peut-être 200 capteurs qui émettent des données à la milliseconde ou à la dixième de 10 millisecondes. Donc, si on veut récolter l'ensemble des données pour faire de la fabrication, on peut avoir un call qui peut sortir dans certains cas toutes les 7 minutes. Donc voilà, la donnée, on est un des plus grands générateurs et donc on a le plaisir de dire qu'on est un des plus grands data lakes de France, c'est ce qui est vrai. Pour tous les gens qui nous regardent, nous sommes une machine à données. Et c'est comme tout le monde, c'est notre or donc brut, donc derrière. Et le principe, c'est de se dire, une fois qu'on l'a, c'est comment on la collecte. Et quand on est multisite, donc on a créé un data lake unique, qui est central par rapport à l'ensemble de nos sites, mais on a conscience qu'on est obligé de faire du temps réel aussi. Donc on a créé aussi toute une ingestion au plus près du terrain qui nous fait en capacité de pouvoir remonter de la donnée, la stocker, la structurer, vérifier quelle est sa fiabilité, donc, mais également aller après dans de la simplification. Donc nous, on a 3 axes sur la donnée. C'est d'un côté offrir des reportings standardisés à l'entreprise. On est tous conscients qu'on perd énormément de temps à faire des reportings, etc. Et donc, on a défini des reportings institutionnels au niveau du Management Committee pour se dire, voilà, on ne regarde plus que cela et on supprime tout ce qui est pas regardé, tout ce qui ne permet pas le pilotage de l'entreprise. On arrête de perdre du temps à faire ceci. Donc, il y a vraiment cette structuration de la donnée. Après, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de ces modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent de travailler sur la décarbonisation, mais pas que, sur d'autres domaines comme la supply chain, la maîtrise de notre logistique, un certain nombre de choses. Donc, on est très avancé aussi en intelligence artificielle sur des différents secteurs. Et puis, il y a tout l'intermédiaire, on va dire, qui consiste à pas être forcément en temps réel, mais de se dire, je donne la possibilité justement d'être un peu dans la maintenance, par exemple, aussi, d'être dans le prédictif, d'avoir un certain nombre de choses, mais on va dire pas forcément rien qu'en temps réel, mais de faire des analyses un peu plus poussées. Ça tombe bien, c'est 2 questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Il y en a une de Quentin de Schmitt, qui pareil, le groupe Schmitt dans la série 4.0, ils sont très très forts. C'est sur la connectivité, sur l'information montante, descendante et l'interaction entre l'outil, l'IT, mais dans les 2 sens. Aujourd'hui, est-ce que, 1, c'est en place, 2, est-ce que vous avez généré des gains sur la montée ou la redescente d'informations? C'est des choses que vous avez déjà réussi à structurer? Oui.
Oui, pour nous, c'est clé, hein. Donc, c'est l'avantage d'avoir l'IT et l'outil sous moi, hein. C'est-à-dire que pour moi, Un seul patron, c'est plus simple. alors, c'est plus simple. Alors, sur le papier, mais après, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble parce que l'outil a une temporalité, mais des fois pas toujours la méthodologie agile. D'un côté, l'IT a la méthodologie agile, mais pas toujours la temporalité. Donc, il est important d'avoir un mixte, et on va dire que les gens apprennent à travailler entre eux. Alors, c'est justement en travaillant sur des projets, hein, que les gens apprennent à travailler, à mettre l'intérêt commun de l'entreprise à travers ces approches et à désiloter et mettre en avant. Donc, moi, je vois une force, hein, dans ce travail commun. Et les équipes, même si des fois les méthodologies sont un petit peu différentes, bon, il faut du temps pour apprendre à travailler un petit peu, mais fondamentalement, on voit le bénéfice, hein, donc, de ces synergies entre l'IT et l'outil. Alors, par contre, après, attention à la cybersécurité, puisque effectivement, donc ça c'est un des leviers. On sait bien que par une passerelle IT, si les gens utilisent par exemple un outil, les mêmes mots de passe ou d'autres aspects, on peut créer des fragilités. Donc attention à ça. Donc c'est pour ça que la Comment vous avez cybersécurité, trouvé vous avez trouvé une solution pour oui. traiter ça ou c'est ouais. Alors grâce aussi, voilà, il n'y a pas de solution de miracle, c'est de se dire on progresse avec les audits, on progresse avec de l'appui, on voit les difficultés, hein, quand on se fait tester. Donc voilà, on n'a pas. Donc pour nous, c'est un sujet très important que la cybersécurité. C'est un chemin quotidien chaque jour, et on partage aussi au niveau du groupe, au niveau mondial, on partage avec d'autres. Aussi, ArcelorMittal fait partie du campus cyber, hein, aussi, donc en tant que bénéficiaire. Et à ce stade, donc là-dessus, voilà, je souhaite aussi, en représentant la structure, c'est d'être en capacité de pouvoir porter tout le bénéfice que le campus Cyber France va apporter à l'écosystème national et européen, à véritablement le transcrire dans des choses à destination, bien sûr, de notre entreprise, mais également aussi nos PME, TPE qui travaillent avec nous, qui peuvent être des voies de fragilité. Et il y a une question de Laurent alors qui va aborder les aspects maintenance, mais qui en plus, je pense, va nous faire la transition parfaite vers les aspects humains. Quand tu parlais du Digital Lab de Florange, tu disais qu'il était spécialisé entre autres sur les aspects maintenance. Tu peux préciser quelques démarches autour de la digitalisation de la maintenance que vous avez pu mettre en place? Alors, Prédictif, réactif, curatif, alors, etc. il y en a beaucoup. Déjà, ce qui est très important de savoir, c'est que nous sommes un groupe SAP, donc nous faisons tout ce qui est mené dans le cadre de la maintenance. Nous avons une démarche qu'on appelle RMP chez nous, hein, qui est vraiment une démarche structurelle où les missions de la maintenance, les rôles de chacun, la typologie de profil, les actions, etc., est très clarifiée. Elle se fait au niveau mondial, hein, donc cette fois-ci. Donc, ça aussi, donc on progresse, donc et on bénéficie de cette structuration qui est très importante, qui nous permet aussi aux gens de se comparer, de mettre des performances, des choses, donc ce qui nous permet de bâtir sur cette organisation qui est très, très, très forte et dans laquelle on bâtit aussi en lien pour éviter de démultiplier des choses qui n'interagissent pas avec nos systèmes. Donc tout est relié avec SAP. Hein, donc c'est-à-dire que nous faisons, par exemple, il y a beaucoup de choses comme il y a des gens qui utilisent de l'IBA. Hein, nous on fait de l'IBA tout SAP. On fait par exemple aussi tout ce qui est l'IoT tout SAP. On fait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, SAP te sert de data lake ou de data warehouse Autre, on va dire, pour une partie maintenance, mais après, on met en place tous les outils de mobilité. Parce qu'imaginez, quand vous êtes sur un train à chaud, hein, c'est le cas par exemple sur un cas 2 km de long, alors vous imaginez, alors si vous devez oublier quelque chose, etc., derrière, pour faire votre intervention de maintenance, que vous devez retourner, etc., derrière, bon, bah, on peut perdre beaucoup de temps et on peut perdre aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'irritants et derrière. Donc toute la force, c'est de se dire aujourd'hui d'accompagner la mobilité. Donc on a des solutions de mobilité à destination des opérateurs de maintenance, hein, sur tablette, dans lesquels, et on quitte aussi les travers des choses très durcies, très choses, parce qu'on dit ça devient du consommable aussi, c'est très important, même dans notre domaine. Hein, donc là-dessus, on a énormément d'initiatives avec sur, par exemple, l'utilisation de casques. Alors, aussi bien on démarre sur l'assistance, l'appel à distance, parce qu'on a des mainteneurs, on a des spécialistes qui ne sont pas toujours sur nos sites. On a aussi des interventions d'experts. Tu as des caméras sur les casques. Oui, exactement. Donc, on a aussi un type d'intervention qu'on met en place de manière à être globale. Et aujourd'hui, on a poussé l'IoT dans un temps record, hein, derrière, avec des capteurs très précis mis à des endroits. Et justement, c'est-à-dire que pour nous, l'IoT, c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire à la fois, elle doit répondre en termes de cybersécurité. Donc, tout est ANSI compatible. Enfin, derrière, on utilise les préconisations de l'ANSI. Deuxièmement,
on a un catalogue de capteurs qui est validé, sélectionné, qui est mis à disposition, qui peut être partagé avec nos pairs, donc sur toutes les thématiques industrielles, c'est-à-dire la thermique, les vibrations, toutes les choses. Donc, on a un catalogue qui a été prouvé et qu'on enrichit au niveau mondial derrière de ce catalogue. Bon, c'est les prix, les coûts, pourquoi, quelle application, avec des cas concrets derrière. On a ce qu'on appelle l'IoT Office, donc tout un système de management complet. Donc, n'importe quel département, quel secteur de maintenance, c'est quel capteur, à quel endroit, quel est son état de fonctionnement, quels sont ses résultats, et est capable de tracer les courbes et donc d'en faire un point de mesure à destination des SAP derrière pour mener des interventions si nécessaire derrière. Donc, on va très, très loin dans la maîtrise et aussi sur le prescriptif et l'intelligence. Donc, on a créé ce qu'on appelle un système qu'on appelle AVI près de chez nous, qui permet effectivement, par rapport à certaines remontées d'autres, de pouvoir dire attention, il se passe quelque chose, etc. derrière. Donc, j'envoie directement dans SAP quelque chose pour déclencher un ordre de travail. Moi mon fantasme dans les industries de process, c'est que vous ayez tellement de données sur les éléments endogènes, exogènes, qu'avec un algorithme de machine learning, vous soyez capable de régler vos machines au millimètre près pour maîtriser un process qui vous permet de sortir toujours la bonne matière du premier coup, malgré des données entrantes et environnementales qui sont variables. J'imagine que c'est un truc aussi qui te ferait très plaisir. Vous pensez que vous en êtes loin? Vous êtes à quelques années, quelques mois, quelques semaines? On y travaille. Donc derrière, aujourd'hui, on est capable de déjà travailler sur de la qualité, dans des modes de prédiction de notre qualité. Alors, je pense que le modèle universel, sachant que voilà, on est dans des conjonctions de données temporelles, un certain nombre de choses, bon, ça demande quand même beaucoup de combinaisons de certain nombre de choses. Donc, ça sera pour moi des combinaisons de différents types de modèles, véritablement centrés, mais de plus dans le rapprochement des métiers. Parce qu'en final, que l'on soit maintenant, soit en production ou en qualité, chacun en œuvre au final à la réussite du produit à destination de nos clients. Et c'est très important qu'on ne peut pas avoir que des logiques très silotées, il faut avoir une logique globale. Et ainsi que les domaines énergétiques et environnemental, qui est très importante aussi, qui vient aussi en surcouche. Donc, on travaille sur ces différents types de modèles dans les différents secteurs. Et l'objectif, justement, on a un concept qui est très important pour nous. C'est le cas de ce qu'on a mis en œuvre sur notre ligne de Galza 2 sur notre site de Florange, donc dans l'Est de la France. C'est de créer, qui a été pris de la transformation numérique par l'usine nouvelle, donc là-dessus. Donc, c'est ce cockpit de pilotage, c'est-à-dire que demain, enfin dès aujourd'hui, puisque notre ligne qui fait l'équivalent de 2 lignes de galvanisation, une ligne de galvanisation normale, c'est 400 000 tonnes, Galza 2 fait 800 000 tonnes, de manière optimisée. Tous les produits de l'automobile, tous les produits hautement qualité, elle est capable de les faire. Donc, c'est une des meilleures lignes au monde qui a été construite en France par le groupe. Donc, ça montre la confiance aussi du groupe sur la France. Et donc, en plus, je reviendrai, on va aussi dupliquer ça dans quelques semaines, pour un autre site. Mais donc, ce cockpit de pilotage fait qu'on a un opérateur qui, comme il a dans sa vie quotidienne, avec l'utilisation des smartphones, etc., derrière, il faut s'imaginer dans une cabine avant, je pense qu'on est beaucoup autour de la call, nous, chaque application avait son écran d'ordinateur, chaque chose, etc. Donc, on se retrouvait avec des fois 26 écrans dans une pauvre cabine de pilotage pour un opérateur. Donc, somme toute, une quantité d'informations à gérer qui est très importante. Donc, on a combiné toutes ces informations, IT, OT, qualité, dans un cockpit de pilotage. Donc, c'est pour nous, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus la ligne. Je pourrais commander la ligne de Galza 2 depuis mon smartphone, en toute cybersécurité. Et parce que, tout simplement, et on utilise les écrans, justement, on utilise le numérique parce que les écrans sont hyper tactiles. Alors, je suis gaucher, j'ai envie de mettre les écrans d'une certaine forme de manière. Je vais regarder la partie OT. La ligne, en fait, l'information vient directement à l'opérateur plutôt que l'opérateur va chercher l'information. Ce qui fait qu'il reçoit des SMS, des notifications de la ligne qui lui dit voilà, il y a telle ou telle chose. Et puis, je peux les traiter en direct ou je peux les traiter en différé. Et grâce au réseau 5G, grâce aux autres applications, nous bâtissons sur nos cockpits, qui est notre signature. Et donc, ces cockpits sont industriels. Notre ligne, ça fait 2 ans qu'elle est pilotée à travers cette solution. Je l'étends. J'ai 3 projets de cockpits en cours. Super. Et donc, nous allons démarrer, donc nous avons annoncé au niveau du groupe la création d'une nouvelle usine en France, donc sur notre site de Mardic, donc une nouvelle ligne à destination, un projet majeur qui s'appelle électrique pour l'électricité, le moteur électrique sur Mardic, notre site de Mardic qui est à côté de Dunkerque. Et donc, c'est un grand projet puisque c'est une filière, cette fois-ci, c'est plus une ligne, c'est une filière full digital que nous allons mettre en œuvre avec mes équipes, avec derrière. Et rendez-vous dans 2 ans puisqu'elle sera inaugurée en 2024, la première phase. Donc, voilà. Et tout ceci. Un siège pour l'inauguration, ça m'intéresse.
Voilà, eh ben, écoute, moi aussi, donc voilà. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est, vous voyez, c'est quelques projets, c'est quelques cas concrets que j'ai essayé de partager avec vous. Vous voyez, j'arrive encore à dormir, on est très serein. Voilà, et ces projets se passent bien parce que voilà, c'est très important de continuer à travailler avec nos organisations syndicales, travailler avec l'ensemble de notre écosystème, travailler avec nos partenaires, travailler avec tout le monde, dialoguer avec les gens, ne pas avoir peur de se faire évaluer. Donc, je me fais sonder par l'entreprise, hein, quel que soit le niveau, pour tester, quels que soient nos collaborateurs, qui soient opérationnels. Et j'ai au cœur l'opérationnel, parce que ce qui fait marcher, des fois, on a tendance dans les directions digitales ou d'être un peu trop focalisé sur nos petites problématiques d'informaticiens pour l'informatique ou d'autres thématiques. Nous sommes des industriels et nous devons être au plus près du terrain. Donc moi, c'est ma force, c'est d'être un industriel et d'être un opérationnel de formation. Et donc, j'ai viscéralement à cœur d'avoir la satisfaction de nos managers postés, enfin nos chief managers, parce que ce sont eux qui sont on va dire la cheville importante de notre entreprise. Sans eux, il ne se passe rien, nous ne produirions pas. Et donc, de leur offrir qu'ils perdent moins de temps à travers des rapports de poste de qualité pour partager les informations, qu'ils aient la mobilité, qu'ils aient des solutions les plus user-friendly. Voilà ce qui me donne envie et ce qui me fait aussi un plaisir de me lever chaque matin. Et ben, encore une fois, tu nous fais la transition parfaite. Et les hommes dans tout ça, parce que quand on fait de la transformation, quelle qu'elle soit, digitale ou pas, à un moment donné, il faut se faire accepter par les hommes. Donc, tu nous as donné certains éléments comme le fait d'être toujours le plus proche possible du terrain et des opérateurs et des hommes qui font tourner, des hommes avec un grand H, la maison. Il y a un ou deux conseils que tu pourrais nous donner pour que les transformations se passent bien en termes d'accompagnement au changement? Je pense qu'il ne faut vraiment pas maîtriser. Alors, ce qui fait une grosse différence entre les projets digitaux par rapport à d'autres projets, c'est que dans certains cas, certains projets, on traitait le change juste à la fin. On se disait, attendez, on va sortir quelque chose et on met une couche de change, ça fait bien d'ailleurs des fois aussi. Et puis on a l'impression qu'on a fait le job. Le digital, le change, il se traite dès le démarrage, au départ. Il se traite pendant le projet, il se traite après, hein. Il faut de la prévente aussi. Donc nous, c'est ce qui fait. Donc j'ai aussi un change leader dans mes équipes. Et c'est-à-dire que fondamentalement, dès le démarrage, on fait des choses. Donc nous, on crée aussi des roadshows. C'est-à-dire pour emporter le métier dans cette transformation. C'est-à-dire on leur explique ce qui se peut se faire ailleurs, hein. On n'a pas vocation à être les meilleurs partout. Autour de la call, il y a des gens qui sont sans doute bien meilleurs que moi sur d'autres thématiques. Donc, et moi, je leur donne la possibilité de témoigner, de faire comprendre dans d'autres domaines, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient d'autres sujets, et aussi pour s'inspirer dans d'autres sujets, d'autres industriels, pour qu'on comprenne, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux dans certains secteurs, par exemple en RH ou des fois en supply chain. Et donc de les faire témoigner et de nous de travailler avec nos équipes, de se dire, attendez, oui, il y a peut-être des spécificités, mais il y a des choses que l'on peut reprendre. Et donc, comment on va travailler ensemble? Et comment le digital ne résout pas tout, c'est un moyen, ça doit rester un moyen. Et que si l'humain n'accepte pas le moyen, donc il ne se passera rien et on mettra des années à créer cette acculturation. Donc pour moi, l'humain est au cœur. L'humain est sans humain, il n'y a pas de digital. Et le digital sans humain, ça crée aujourd'hui, enfin voilà, deux mondes qui ne seront irréconciliables et qui ne cohabiteront jamais dans un domaine industriel. Pour que les gens s'approprient, il faut être à leur écoute, il faut être en association avec chacun. Il faut expliquer pourquoi on a du retard, pourquoi on a des choses. Il faut expliquer les irritants, il faut être transparent aussi. Mais il faut être aussi exemplaire. Et on dit ce qu'on fait ce qu'on dit. Et on ne laisse pas les gens à la moitié du chemin. Et que quand on a fait quelque chose, ben, on va jusqu'au bout et on délivre le produit fini et on s'assure qu'il correspond bien au cahier des charges qui est initialement demandé par l'utilisateur et on ne le laisse pas seul à la fin, après en se disant c'est mieux, oui, c'est certes mieux des fois d'avoir rien, enfin quelque chose que rien, mais des fois c'est pire. Parce que si ce quelque chose crée encore plus d'irritants, on a perdu ce pourquoi on doit se lever chaque matin, à savoir être au service de nos collaborateurs pour faire en sorte que ça soit une transformation qui, à la fois, transforme notre entreprise en profondeur, mais de manière humaine, qui accompagne véritablement ces grands changements en préparant aussi les métiers de demain, les impacts, etc. derrière l'impact du RH. Mais fondamentalement, c'est une aventure collective et c'est très intéressant et c'est ce dans quoi nous sommes engagés au niveau d'ArcelorMittal. Et on va terminer avec une question du public. Enfin, c'est une question double qui porte toujours autour de la donnée, mais je sais que tu aimes bien ça, donc ça devrait te plaire. La première qui est autour, est-ce que tu as une démarche de visualisation des données avec un jumeau numérique?
et la deuxième qui est sur la scalabilité des modèles analytiques et des solutions entre plusieurs sites pour éviter la notion de silos et de diversité des données. Est-ce que vous avez réussi à trouver un moyen pour architecturer vos données et les rendre visibles d'une façon ou d'une autre? Alors, oui. Alors, je commence sur la deuxième question. Justement, moi, mon ADN, c'est d'être multisite. Et donc, fondamentalement, multisite, multi-produits, multi-applications. Et donc, en fait, on est peut-être, des fois, nous sommes aussi le liant, des fois, entre sites qui, des fois, ne penseraient pas à communiquer entre eux, etc. J'ai la chance d'avoir des équipes sur les différents sites. Ce qui fait que je suis au plus près du terrain et au plus près des équipes et au plus près. Donc, ça veut dire que quand on prend des solutions digitales ou des solutions de données, on est au plus près. Donc, par rapport à ça, donc, par essence, tout est scalable. Parce que ça n'a pas de sens pour moi de faire quelque chose qui soit monosite. Donc, les données, on utilise le même type de stratégie globale. C'est pour ça qu'on a un data lake qui est central. Et justement, de manière à créer véritablement ces liants et on va dire, ces configurations. Et by design, tout ce qui est fait est standardisé. Donc, derrière aussi. Donc, on a nos propres standards, on a nos propres choses pour éviter justement, on perdrait trop de temps à recréer des tuyaux annexes, etc. On doit aussi aller vite dans l'exploitation de ces données, dans la remontée des données. Donc, pour ce faire, il est important d'avoir des standards et des choses communes. Donc, ça, c'est commun. Donc, de manière à créer la scalabilité véritablement de manière globale. Quant à la première question, c'est le mot numérique sur le numérique. Alors, moi, je suis très attaché à ce que c'est que parce que je pense que là aussi, il faut un alignement de qu'est-ce qu'on appelle jumeau numérique, parce que moi, j'avoue qu'il y a des gens qui me parlent de jumeau numérique. Pour moi, ça fait 20 ans qu'on a ça. Moi, le jumeau numérique, dans ce que j'entends, c'est vraiment, c'est tout le sens de ce qu'on veut faire dans les grands projets, c'est véritablement de se dire que on a non seulement une ligne, et c'est un peu le sens des cockpits ou des choses que l'on a comme ça derrière, c'est-à-dire que toutes les informations sont remontées et qu'on peut virtuellement se déplacer dans notre environnement avec toutes les remontées d'informations, que ce soit les capteurs, l'ensemble des choses, et de se dire on connaît tous les endroits, toutes les choses, et on a la remontée des données, on peut faire des tracés en direct, on peut faire des choses. Donc nous, on va dire, cette maîtrise, on est encore on développe. C'est peut-être pas le secteur dans lequel on est plus avancé, mais par contre, on fait vraiment un vrai jumeau numérique par rapport à parce que si c'est pour dire avoir des données visuelles de l'ensemble des choses, etc., moi, ça fait 10 ans que je les ai. Donc, derrière, en termes de représentation… Tu veux pouvoir déployer à partir du jumeau numérique. Voilà. En fait, moi, le vrai jumeau numérique, pour moi, c'est une représentation complète 3D de l'ensemble de mes sites, complète. Et je veux travailler avec des startups, avec des gens qui savent me faire. Une fois que j'ai ça, je sais, par exemple, indiquer que par un QR code que je vais scanner, je sais que j'ai telle ou telle information, j'accède à la GED de l'entreprise, j'accède à toutes les informations qui sont localisées, je suis capable de faire un OT pour la transformation, je suis capable on a des Google Search qu'on a créés en interne aussi pour aller chercher très très facilement des données dans l'ensemble de la quantité d'informations, la myriade d'informations qu'on est capable d'avoir dans le groupe. Donc, c'est tout ceci, c'est l'accessibilité à un certain nombre de choses de manière visuelle, que l'on soit sur le terrain ou que l'on soit à distance sur le terrain. C'est ça mon ambition sur le jeu numérique. Et donc, pour ce faire, donc oui, on a des briques, on maîtrise un certain nombre de choses. Et donc, notre future ligne, effectivement, sur Mardic ou d'autres choses, etc., qu'on va mettre en place dans la décarbonation, vont être véritablement très orientés dans ces secteurs-là. Bon, écoute, ça va être la dernière question, mais c'est une question qui plaît beaucoup en général. Est-ce que tu peux nous donner 2 outils 4.0 que tu aimes beaucoup? Alors, moi, j'aime beaucoup un outil… moi, j'aime beaucoup véritablement tout ce qui est le principe des lunettes connectées. Et je pense qu'on est tous en train d'y réfléchir. Mais je pense qu'on le voit comme justement par POC, par choses, par initiatives, etc. Donc, nous, on travaille avec une start-up française. Donc, là-dessus, pour justement, par exemple, sur les aspects de maîtrise de nos emballages, on travaille avec cette start-up pour justement séquencer et travailler. Ce sont des métiers pénibles que l'emballage, très compliqué. Et voilà, c'est pour montrer qu'on est au cœur aussi des métiers. Donc, comment s'appelle cette start-up? Elle s'appelle Immersion. D'accord. Immersion.fr, .tech, .co. .fr, si je n'ai pas de bêtises. On tape lunettes immersion, on doit pouvoir les trouver. ArcelorMittal Immersion, vous trouvez des communications, dont une à Laval, il n'est pas très fort, on présente les choses. Donc voilà, on a présenté des choses communes. Et donc d'ailleurs, si ça intéresse certaines des personnes, vous pouvez voir Digital Lab en concret aussi, ces techniques et ces développements. Parce que notre Digital Lab, il y a presque une vingtaine de démonstrateurs industriels que vous pouvez retrouver après sur nos terrains. Donc, et une deuxième? Une deuxième, pour moi, c'est véritablement… alors,
je pense que des drones aussi, c'est intéressant. Et donc, il y a un D'accord? sujet sur lequel donc, nous sommes en plein développement. Et donc, dans pas longtemps, pour ceux qui sont liés avec France Digital, donc, on fait une communication commune avec cette startup qui s'appelle Azure Drone, hein, donc derrière, sur Azure la Drone, sûreté, d'accord. sur la sûreté industrielle avec des drones. Donc, D'accord. drones autonomes derrière aussi, parce que c'est important. Hein, de plus en plus, nos sites sont aussi. Et C'est comment des assurer grands la sites, hein, sûreté? donc, Oui, et donc comment assurer par des drones, donc de manière autonome, et d'être là-dessus. Et donc, on a fait progresser cette startup, puisque, bien évidemment, comme on a du métal, et donc, évidemment, au début, les systèmes étaient magnétiques, donc c'était pas très sympa. Donc maintenant, on les a aidés à développer d'autres choses. Donc ça a permis à faire, et aujourd'hui, on surveille aussi nos structures, et on va continuer à développer avec ces structures. Donc, Ludovic Donati, qui est ton équivalent chez Eramet, a mis en place aussi des solutions de drones pour faire toutes les visites de mines, parce que lui aussi, il a un peu de distance à parcourir. Donc, même en vélo, c'est long. Donc, oui, oui, il y a de plus en plus de belles choses qui se font. Et apparemment, oui, Adrien a été à l'inauguration de ton Digital Lab. Il a vu les drones, il a adoré. voilà. Bah, écoutez, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des choses pour moi qui sont importantes à partager. Hein. Bien évidemment, j'en ai dans le cas de la donnée, j'aurais qu'à des choses, mais bon, ça serait trop long un petit peu. Et Ouais, bah, le pour tous problème, les c'est qu'on sujets. pourrait rester 2 heures de plus, mais je crois que déjà, tu as fait gentiment un trou dans ton agenda Voilà, pour parler avec nous. je remercie beaucoup les pouvoirs publics et la région Grand Est pour sa patience. Parce Oui, que qui en plus, t'attend. c'est Donc, on va te voilà. libérer en te remerciant énormément pour tout le partage que tu Merci. viens de faire avec la communauté. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, mais je suis un geek, donc je suis pas forcément. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi là parce qu'on avait pas mal de monde. Je vais te laisser donc retourner transformer les usines françaises. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que ce webinaire, il va être disponible sur la plateforme ondustry.org, que le prochain aura lieu le 16 juin prochain à 11h30 avec le CDO de Bell. Donc, on va parler vache qui rit et apéricube, entre autres, et comment on met de la donnée autour de tout ça. On espère vous voir très bientôt sur Industrie, puis vous pourrez échanger avec justement David sur industrie.org, puisque c'est un réseau social pour les industriels. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.